Bonjour et bienvenue à votre émission. Selon l'endroit où vous nous suivez, il s'observe sur le marché de biens et services la hausse globale généralisée de prix de biens et services. Des ménages, des travailleurs, des fonctionnaires se plaignent. Nous allons parler de ces sujets très importants, l'inflation, les causes et risques en RDC. Une fois de plus, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. Nous allons parler de l'inflation, risques, les causes et les risques en RDC. Qu'entendez-vous déjà par l'inflation, monsieur le professeur? En économie, on explique l'inflation de manière très simple en disant la chose suivante. L'inflation est une augmentation soutenue, auto-entretenue et généralisée des prix. Lorsque les prix des biens et services augmentent, et sur une longue période, tout en impactant un panier qu'on peut appeler panier de la ménagère, ce n'est que dans ce contexte-là qu'on peut parler de l'inflation. Et comment est-ce que ça se mesure? Généralement, ce sont des instituts de sondage qui s'attardent sur ce panier de la ménagère. Et donc, en quoi consiste ce panier de la ménagère? Il s'agit des biens et services de première nécessité que nous sommes censés obtenir lorsque nous allons faire nos courses. Et donc, c'est l'indice des prix à la consommation qu'on essaye de mesurer au travers ce panier pour avoir une idée de ce glissement, soit qui peut se faire sur le plan annuel, ou bien même on peut voir l'évolution des prix sur une semaine. Et donc ça, c'est aux instituts de sondage, de statistiques, de réaliser ce type d'études et d'analyses. Donc, l'inflation porte sur la hausse des prix de biens et services. Les prix des biens, la hausse généralisée, et non sur quelques biens et services. Lorsque vous avez par exemple le prix du pain qui augmente de manière isolée, on ne peut pas parler en termes d'inflation. En revanche, il y a certains biens qui ont un impact beaucoup plus important sur l'ensemble de l'économie. Et je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Lorsqu'on observe un peu ce qui se passe partout dans le monde, on a les biens qu'on appelle les énergies fossiles qui ne cessent de flamber. Les prix ne cessent d'augmenter. Et lorsqu'on parle de l'énergie fossile, vous avez le pétrole, vous avez le gaz, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le prix de ces énergies flambe. Or, ces énergies sont des combustibles de l'économie dans leur globalité. Donc, lorsque le prix des énergies fossiles augmente, généralement, ça impacte négativement la production de manière générale et on se rend bien compte que le prix du pétrole qui augmente, la tendance inflationniste n'est pas très loin. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut considérer que lorsque le prix d'un seul bien augmente, on ne peut pas parler d'inflation, mais ça peut être un signal nous alertant sur une inflation possible, probable. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, l'inflation entraîne-t-elle obligatoirement aussi la dépréciation monétaire? Obligatoirement, c'est le mot obligatoirement qui va me permettre de nuancer ma réponse. Comme le dirait donc Milton Friedman, cet économiste de l'école de Chicago, l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Et donc, lorsque vous avez une inflation qui devient importante, ça se répercute systématiquement sur le marché de change. Et donc, ça risque d'engendrer une dépréciation de la monnaie. Or, aujourd'hui, dans le cas de notre pays, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que l'inflation est très forte, mais la monnaie congolaise est relativement stable par rapport au dollar. Donc là, il faudrait peut-être que nous puissions réfléchir sur les raisons qui expliqueraient qu'il n'y ait pas cette répercussion sur la dépréciation ou l'évaluation, ou pour ne pas dire la dépréciation ou l'appréciation de la monnaie congolaise. Et donc là, il faut être plutôt dans les nuances. Ce n'est pas systématique. L'inflation crée, c'est la hausse des prix de biens et services. Qu'est-ce qui crée cette inflation? Ce qui crée l'inflation, on a dit tout à l'heure, là on rentre directement dans les causes de l'inflation. Grosso modo, il faudrait déjà considérer que l'inflation peut être due à
des coûts de production qui deviennent beaucoup plus exorbitants. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, on va partir de l'offre. Les entreprises, comme vous le savez, ont vocation à faire du profit. Et là, on est sur la loi de l'offre et de la demande. Lorsque les coûts de production augmentent, les entreprises ont tendance à répercuter cette hausse des coûts de production sur les prix de vente. Et par conséquent, cette hausse des prix de vente risque, et là on est toujours au niveau des nuances, risque d'engendrer donc l'inflation. Qu'est-ce qu'on entend par des coûts de production? Une entreprise qui investit fait donc recours aux différents types de capitaux. Vous avez le capital travail d'une part, et vous avez le capital circulant et le capital fixe. Et donc, par conséquent, dans le capital circulant, vous avez par exemple le prix du baril de pétrole, qui est libellé en dollars. Lorsque le prix du capital circulant augmente, au final, les coûts totaux aussi augmentent. Et donc, ces coûts totaux qui augmentent, l'entreprise répercute cela sur les prix de vente afin que son chiffre d'affaires puisse être important et au final, que le taux de marge à réaliser par l'entreprise puisse être conséquent. Et donc là, l'inflation peut s'expliquer par l'offre. C'est-à-dire que l'offre qui devient parfois inférieure à la demande, les prix aussi peuvent augmenter. Mais on peut avoir aussi une inflation qui serait due à la demande. Et ça, vous avez une des explications lorsqu'on est dans des situations où, par exemple, le marché devient tendu par rapport à une demande qui devient supérieure à l'offre. Cela risque d'engendrer aussi une hausse des prix. Et là, on revient toujours sur cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Mais ce qu'il faudrait comprendre par rapport à la situation actuelle en RDC, nous sommes davantage face à une inflation dite importée. En fait, on va y revenir, prof. Allez-y. Lorsque je dis on est davantage sur une inflation importée, on s'aperçoit que notre économie est totalement extravertie. C'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'extérieur. Par conséquent, les importations sont prééminentes pour faire tourner notre économie et faire vivre le Congolais. Or, ces biens et services qui sont importés sont produits dans des pays avec une législation sociale supérieure, avec des politiques économiques aussi rigoureuses, au point où on a tendance à voir les prix de ces biens importés flamber. Et lorsque ces biens et services importés arrivent sur notre territoire, il faudrait incorporer aussi le coût des transports, du fret et ainsi de suite. Les frais liés à la douane et tout cela, ça fait que augmenter les prix et par conséquent, on se retrouve un peu le bec dans l'eau au point de plomber complètement notre manière de faire et d'exister parce que nous sommes complètement extravertis avec les conséquences que cela risque d'engendrer sur notre économie dans sa globalité. L'économie congolaise est extravertie. Quel est le lien qui existe entre la masse monétaire et l'inflation? La phrase de Milton Friedman est très très importante. La masse monétaire, c'est... Partout et toujours, l'inflation est un phénomène monétaire. Oui, tout à fait. Partout et toujours, l'inflation est un phénomène monétaire. La question que vous posez nous renvoie à ce qu'on pourrait appeler la formule d'un économiste, Irving Fisher. Que dit cette formule? Cette formule est assez segmentée. D'une part, vous avez la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de monnaie est égale au prix multiplié par le volume de transactions. Donc MV, la formule de Irving Fisher est égale M.V égale P.T, le T représentant le volume de transactions. C'est-à-dire que chaque fois que la masse monétaire augmente, cela implique que la demande devient beaucoup plus forte et la monnaie circule de manière beaucoup plus rapide. La vitesse de circulation de monnaie. Qu'est-ce qu'on entend par la vitesse de circulation de monnaie? Aujourd'hui, j'ai $1000.
je vais acheter des biens et services que je vais vous octroyer, mais vous aussi, vous allez vous retrouver avec votre épargne avec $1 200, puisque moi je vous ai donné les $1 000, et tout de suite derrière, vous allez chercher aussi à consommer d'autres biens et services, puisqu'il y a une forme d'interdépendance au niveau de l'économie. Pensez toujours à ce triptyque qui existe en économie: production, répartition, consommation. Donc il y a un flux qui s'opère, et dans ce flux-là, on va constater que la masse monétaire ne va cesser de croître, et donc l'offre qui émane des entreprises risque d'être inférieure à la demande, et par conséquent, les prix risquent d'augmenter inéluctablement. D'où le fait que lorsque la masse monétaire commence à augmenter, là, ça va revenir à la Banque centrale d'essayer de réguler cette évolution de la masse monétaire via les politiques monétaires restrictives qu'on pourrait peut-être évoquer un peu par la suite. Monsieur le professeur, parlez-nous un peu des causes structurelles et conjoncturelles de l'inflation. Ben, je vais débuter peut-être par les causes conjoncturelles. Nous avons connu la pandémie de la Covid-19. Et c'est cette pandémie de la Covid-19 qui expliquerait l'inflation qui a débuté depuis les années 2021. Même si on n'en était pas conscient, parce que derrière, il y a une inflation qui est vraiment palpable, et il y a aussi une inflation, qui peut être ressentie. Et donc, dès le mois de mars 2021, il y avait déjà une inflation qui était là, suite à quoi? À la sortie de la période de confinement. Pendant le confinement, les productions mondiales étaient complètement éteintes. Toutes les entreprises avaient arrêté leur production. La sortie du confinement a permis quoi? Que la demande soit supérieure à l'offre. Le temps que les entreprises puissent s'adapter à cette demande qui était très très forte, on s'est aperçu que les entreprises ne pouvaient pas suivre ce rythme. Et donc, pour compenser cela, la loi de l'offre et de la demande, une fois de plus, s'appliquant, les prix ne pouvaient que flamber. Et donc là, on était dans une inflation qui se voulait conjoncturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par la conjoncture? C'est une situation économique à un instant T, c'est-à-dire à un moment donné de l'histoire. Et par rapport à ce confinement et ce déconfinement, les choses vont redémarrer, et le redémarrage de l'économie engendre quoi? Les processus de rattrapage économique, ce qui pourrait expliquer justement qu'il y ait cette hausse généralisée des prix. En dehors de la Covid-19 et donc du confinement-déconfinement, il y a aussi cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on va constater que ça va impacter les énergies fossiles auxquelles nous faisions allusion il y a quelques minutes. Et derrière, il y a aussi les matières premières comme le blé ukrainien qui ne se retrouve plus sur le marché. Une fois de plus, c'est une situation exceptionnelle qui va expliquer qu'il y ait cette hausse généralisée et soutenue des prix. Donc c'est depuis 2021 et nous sommes en 2023. On se rend bien compte que là, c'est la conjoncture qui explique cette inflation. Mais nous, Congolais, nous avons aussi un mal chronique par rapport à nos économies. J'avais dit, nous avons une économie qui est extravertie, tournée complètement vers l'extérieur et particulièrement au niveau des importations. Nous avons commis une bêtise, pour ne pas dire certainement une forme d'hérésie sur le plan économique. Nous avons complètement mis de côté les deux premiers secteurs qui sont porteurs des économies de manière générale, c'est-à-dire les secteurs primaires et les secteurs secondaires. On a basculé systématiquement ou rapidement, peut-être pas systématiquement, mais assez rapidement dans le secteur tertiaire. Or, c'est-à-dire le secteur des services, des services. Or, il s'avère qu'il y a un paradoxe. On en avait évoqué lors d'une émission, on avait parlé du paradoxe de Solow, qui est un prix Nobel d'économie aussi, d'origine états-unienne, qui dit la chose suivante, c'est-à-dire ce paradoxe de Solow. Il dit, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la croissance. Ce qui veut dire que aujourd'hui, dans les services, dans les administrations, la productivité est très très faible.
La productivité, c'est ce ratio qui permet de mesurer l'efficacité de chaque facteur. Donc, on peut calculer la productivité du travail, la productivité du capital et en même temps passer sur la productivité globale des deux facteurs puisque les deux se combinent. Et donc, nous avons dans ce secteur tertiaire une productivité qui est très faible. Pourquoi? Mais parce que les innovations majeures font aujourd'hui défaut. C'est-à-dire que ces innovations majeures qui seraient susceptibles de tirer la croissance vers le haut. On a des innovations mineures. Un smartphone ne va pas créer beaucoup plus d'emplois. Et donc, on se rend bien compte que la productivité est relativement faible. Si la productivité est complètement faible dans ce secteur tertiaire, cela veut dire aussi que la compétitivité de la République démocratique du Congo en pâtit de cette incidence, c'est-à-dire de cette productivité qui devient faible. Qu'est-ce qu'on entend par compétitivité? C'est la capacité d'une entreprise ou d'un pays à pouvoir capter, conquérir ou conserver les parts de marché. Productivité faible, compétitivité faible. Et il y a deux types de compétitivité. Vous avez la compétitivité prix et la compétitivité qualité. Et comme nous n'avons pas ces vertus-là, notre économie se fragilise. Je me souviens d'un épisode, et je pense que les téléspectateurs et les téléspectatrices vont aussi s'en souvenir. Il s'agissait d'importer les chinchards. Or, la production des chinchards relève du secteur primaire. L'extraction des matières premières, là nous sommes sur les produits purement halieutiques. Mais il s'avère que nous ne sommes pas capables de produire les chinchards, on est obligé de les importer. Or, lorsqu'on les importe, de Namibie, avec tout le système qu'il faut mettre en place, avec les droits de douane, les commissionnaires, vous savez très bien comment ça se passe dans notre pays, les prix ne peuvent que flamber. Et là, on est rentré donc dans une inflation qui se veut être d'ordre structurel. C'est-à-dire que les structures de notre économie sont tellement fragilisées au point où nous ne sommes plus capables de produire les biens et services de biens de consommation primaires, et là, par conséquent, quand je dis primaire, c'est-à-dire de première nécessité, et par conséquent, les prix ne peuvent que flamber. Il y a des causes structurelles et conjoncturelles, mais pourquoi la RDC est sous inflation permanente, monsieur le professeur? Depuis longtemps, à part la guerre en Ukraine, la RDC est toujours sous inflation. Ah oui, mais... Oui, de manière permanente, notre économie subit ce fléau inflationniste pour des raisons purement structurelles. On revient encore là-dessus. Regardons ce qui se passe. Lors aussi d'une émission, nous avons parlé du syndrome hollandais. Nous avons bâti notre économie sur la production minière. Or, nous exportons les minerais à faible valeur ajoutée parce que ce sont des minerais qui sont exportés de manière brute. Or, ces mêmes minerais nous reviennent sous des formes beaucoup plus diversifiées. Et avec valeur ajoutée. Avec des produits soit semi-finis ou des produits finis, donc à forte valeur ajoutée. Et ce différentiel-là, faible valeur ajoutée, forte valeur ajoutée, engendre une balance commerciale qui se veut déficitaire et par conséquent, ça se répercute aussi sur notre monnaie qui ne cesse de flamber. Pourquoi? Et on a parlé de la masse monétaire tout à l'heure. La dépréciation de la monnaie congolaise va être là, suite à ce solde extérieur qui est complètement déficitaire. Donc, on est obligé d'injecter beaucoup plus de masse monétaire pour, à toute chose égale par ailleurs, pour obtenir les mêmes biens et services. Et là, la masse monétaire qui augmente, la vitesse de circulation aussi de la monnaie qui augmente, on a ce phénomène inflation. Et il s'observe aussi que l'impact de l'inflation est sur les ménages, sur les entreprises et le pouvoir public. Comment expliquez-vous cela? Restons d'abord sur les ménages. Comment est-ce que l'inflation peut-elle impacter négativement les ménages? Lorsque on est sur les ménages, la notion première qui me vient à l'esprit, c'est la notion du pouvoir d'achat. Lorsque l'inflation est très forte, le pouvoir d'achat baisse.
c'est purement arithmétique. Je n'oserais même pas dire que c'est mathématique. Je donne un exemple simple. Le prix du pain, aujourd'hui, est à 1000 francs congolais. Demain, le prix du pain passe à 2000 francs congolais. C'est-à-dire que dans le mois, si je consacrais 10 000 francs, je donne un exemple fictif, pour acheter le pain, lorsque le pain est à 1000 francs, c'est pas la même chose que lorsque le prix va passer à 2000. C'est-à-dire à toute chose égale par ailleurs, le prix du pain augmente, mais par conséquent, mon poste budgétaire consacré au pain va rester toujours identique. Et donc là, j'ai perdu en pouvoir d'achat, c'est-à-dire que mon pouvoir d'achat va baisser de moitié, ce qui est inéluctable. Et donc ça, c'est un phénomène qui est très très important, c'est-à-dire que l'inflation grève systématiquement le pouvoir d'achat des ménages. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir d'achat, pour aller vite? C'est la quantité de biens et de services qu'on peut obtenir avec son revenu. Et donc lorsque les prix des biens augmentent, je perds systématiquement mon pouvoir d'achat. Ouais. Mais en même temps, ce qui est un peu différent en RDC, parce que nous n'avons pas beaucoup d'épargnants, mais on doit quand même en parler, puisqu'il y a quand même une épargne qui est là, l'épargne nationale. Et lorsque vous regardez dans d'autres pays, pendant le confinement et autres, comme les gens consommaient moins, l'épargne a complètement augmenté, fortement augmenté. Et là, on a un défaut de l'inflation, une fois de plus, c'est-à-dire que l'inflation rogne l'épargne des ménages, c'est-à-dire des individus au sens large du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est sur ce que les économistes appellent le prix nominal d'une part et le prix réel. C'est-à-dire que lorsque j'ai 10 000 $, l'inflation, admettons, est à 1%, on se rend bien compte que les 10 000 $ en prix réel, comment est-ce qu'on peut le calculer? C'est le prix nominal sur l'indice des prix fois 100. D'accord? Et là, vous avez le prix réel. Lorsque l'indice des prix passe de 1 à 2, je vais perdre en valeur réelle. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure par rapport au pouvoir d'achat, c'est à peu près cette même idée que vous devriez avoir en tête. J'ai 10 000 $, le prix d'une voiture est à 1000 $, je peux m'en acheter 10. Si j'ai toujours en épargne 10 000 $, le prix de la voiture passe de 1000 à 5000, je ne peux plus m'en acheter que 2. Donc là, on se rend bien compte que mon épargne a perdu de sa valeur réelle. Vous aurez toujours 10 000 $ en épargne, mais sauf que sur le marché des biens et services, vous aurez perdu. Et c'est là où on dit que, en situation d'inflation, les créanciers sont perdants et les emprunteurs deviennent gagnants. C'est un peu le monde à l'envers. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, par exemple, dans des pays occidentaux, à un certain moment, on a eu des taux d'intérêt purement négatifs à cause de l'inflation. Et là, lorsqu'on raisonne en prix réel, c'est là où on peut expliquer que les taux d'intérêt deviennent négatifs, toujours en passant du prix nominal au prix réel. L'impact de l'inflation frappe aussi les entreprises publiques. Effectivement, tout à l'heure, je l'ai dit, l'inflation peut avoir des conséquences sur l'offre. C'est-à-dire lorsque les prix des matières premières augmentent, les coûts de production augmentent et les entreprises perdent en compétitivité. C'est-à-dire aujourd'hui, gagner les parts de marché deviennent complètement complexes. Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, l'entreprise qui cherche toujours à maintenir un taux de marge relativement élevé, si l'inflation n'est que nationale, il faudrait que les pouvoirs publics, les banques centrales, les différentes institutions qui mènent les politiques économiques et autres puissent agir pour éviter cela. Mais lorsque, effectivement, on est en phase d'une inflation qui est de plus en plus mondiale, il faudrait bien aussi que ces politiques-là se mettent en route parce que ça risque de gréver la compétitivité des entreprises et par conséquent, ce sont les coûts, de production qui risquent d'en pâtir et au final, c'est la croissance et c'est toute la nation qui est perdante. Monsieur le professeur Guy Robert Silo, les budgets du pouvoir de l'État ne sont pas aussi épargnés par l'impact de l'inflation.
Mais non, puisque lorsqu'il y a une inflation qui sévit dans un pays, le gouvernement, un gouvernement digne de ce nom, est appelé à agir. La preuve en est que en RDC aujourd'hui, on se rend bien compte que au niveau, par exemple, du prix du baril de pétrole qui avait commencé à flamber nettement, atteignant les 130 $ le baril, il fallait bien que le gouvernement congolais puisse intervenir. Intervenir comment? Par exemple, en subventionnant justement cette énergie fossile qui est très très importante ou en gelant les prix. Mais sauf que en subventionnant cela, le Congolais lambda ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte de l'effort ou des efforts fournis par le gouvernement en subventionnant. Puisque si j'avais bien compris, c'était même à hauteur de 40%, ce qui veut dire que il y a un déficit budgétaire derrière. Il y a un manque à gagner pour les pouvoirs publics. Les cas c'est que le gouvernement intervient dans au prix et au niveau de la pompe pour ce qui s'approvisionne de carburant, pétrole, mazout. Donc l'État intervient là-dessus. Là-dessus, l'État se sent obligé d'intervenir pour éviter les conséquences sociales qu'on va certainement évoquer tout à l'heure, au risque de connaître des mouvements de mécontentement qui pourraient se traduire par des révoltes, des révolutions, comme on l'a connu avec le printemps arabe. L'inflation a aussi un impact sur la dépréciation monétaire. Oui, puisque nous avons dit que l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire, lorsque l'inflation devient beaucoup plus importante, cela veut dire aussi que la masse monétaire augmente et par conséquent, là, on est obligé de constater que l'inflation va être très très forte au point d'inciter les institutions monétaires, ce qui serait le cas par exemple de la Banque centrale congolaise, d'intervenir en haussant par exemple son taux directeur pour essayer de freiner justement cette évolution de la masse monétaire. Mais il se pourrait qu'on en parle parce que les taux directeurs qui augmentent, cela implique aussi une hausse des taux d'intérêt qui risquerait peut-être à la longue de tétaniser les investisseurs, donc les investissements. Or, ces investissements sont utiles à la croissance. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, la RDC sous inflation permanente, nous ne sommes pas victimes de l'inflation importée. Et c'est quoi cette inflation importée? Oui, mais ça, monsieur Kambala, on y a déjà répondu d'une manière ou d'une autre, et même de manière explicite, j'ai apporté la réponse à cela. Une inflation importée, j'avais dit que notre économie est extravertie, et par conséquent, les biens de consommation viennent de l'extérieur, et ces biens que nous importons, importent également, viennent aussi en même temps avec une hausse des prix qui nous impacte directement. C'est ça l'inflation importée. C'est-à-dire ça vient d'ailleurs. Il y a aussi l'inflation transitoire. Oui, l'inflation transitoire. D'ailleurs, les économistes se sont un peu trompés là-dessus. Au tout début, on pensait que cette inflation était vraiment temporaire. Or, maintenant, le risque, c'est de connaître une inflation de longue durée, et cette inflation de longue durée risquerait d'entraîner ce que les économistes appréhendent, qu'on appelle la stagflation. Qu'est-ce que la stagflation? C'est un néologisme qui date des premières crises pétrolières, 73-79, c'est-à-dire qu'on va connaître à la fois une inflation, c'est-à-dire une hausse soutenue et généralisée des prix, et simultanément connaître une stagnation de l'activité économique. C'est là où il y a des paradoxes. Or, aujourd'hui, cette stagflation n'est pas vraiment encore à l'ordre du jour. La preuve en est que lorsque vous regardez un peu les chiffres tendanciels en RDC, on prévoit sur l'année, disons, un taux de croissance à hauteur de 6,1%, alors que nous avons une inflation qui est relativement forte. Vous voyez bien que les deux peuvent se conjuguer aussi. Donc, je pense que la stagflation est un peu... n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais il faudrait y être vigilant parce qu'on ne sait jamais. Nous abordons la question des conséquences de l'inflation qui sont à la fois économiques, politiques et sociales. On commence avec les conséquences au niveau économique. L'inflation, on l'a dit tout à l'heure,
grève le pouvoir d'achat des consommateurs. Or, la demande, là je suis sur la demande effective, je pourrais parler de la demande effective. Cette demande effective, c'est-à-dire la demande anticipée des entreprises, risque d'être atone. Lorsque l'inflation est forte, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Lorsque le pouvoir d'achat des ménages baisse, la consommation aussi baisse. La consommation baissant, les entreprises, au risque de connaître le phénomène de surproduction, risquent justement de ralentir toute production. Et derrière, c'est la croissance qui risque de subir les conséquences. Les conséquences portent à la fois sur le plan économique, politique et social. Mais au niveau politique, quelles sont ces conséquences de l'inflation? Au niveau politique, je l'ai aussi abordé tout à l'heure de manière un peu plus lapidaire. Je disais qu'on a connu ce qu'on appelle le printemps arabe. Si vous suivez un peu l'historique de cet événement qui a marqué les esprits, c'est suite à quoi? À une flambée des prix, et cette flambée des prix qui empêchait les tout petits commerçants, pour ne pas dire les tout petits entrepreneurs, de réaliser des marges relativement consubstantielles. Et là, on s'est retrouvé face à une révolution qui a fini par un effet de domino de toucher une bonne partie du continent et des régimes politiques qui étaient en place. Le fait que l'inflation devient très très forte, on ne pourrait pas dissocier cela des conséquences purement sociales. C'est-à-dire que l'inflation entraîne l'appauvrissement, pour ne pas dire le paupérisme, d'une frange importante de la population. Et ça, je pense qu'il faudrait que nous, intellectuels, s'il faut le dire ainsi, et particulièrement les élites, tant gouvernementales, politiques et autres, de prendre conscience de ce phénomène-là. L'inflation peut ravager, quand je dis ravager, au sens de bousculer énormément le microcosme politique, avec des révolutions qui risquent de balayer tout sur le chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser cette inflation continuer à proliférer. Et d'ailleurs, lorsque je regarde un peu ce qui s'est passé en France, on avait reproché, à tort ou à raison, hein, c'est pas le débat, au président Macron d'avoir mis en place ce qu'il avait appelé le quoi qu'il en coûte. C'était pour essayer justement de brider la révolte populaire. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, il faudrait éviter que cette inflation puisse avoir des impacts à la fois sociaux et en même temps politiques. Parce que les deux se combinent. Trop de paupérisme risque d'engendrer des révolutions. Mais par ailleurs, l'inflation a aussi ses avantages, notamment l'inflation fait baisser la dette. Oui. Effectivement, pour les gouvernements, ça pourrait être un effet d'aubaine, comme on le dit en économie. L'inflation peut motiver les gouvernants à prendre des décisions du type, voilà, on peut creuser des déficits parce que là, on est gagnant. Je l'avais dit tout à l'heure, en période d'inflation, c'est l'épargnant qui perd, et donc, c'est l'emprunteur qui devient gagnant. Donc, en situation d'inflation, puisqu'il y a une évolution de la masse monétaire qui risquerait d'engendrer donc une dépréciation de la monnaie, la tendance est de vouloir s'endetter beaucoup plus, puisqu'on rembourse moins. On revient encore sur cette valeur qui peut être nominale, et avec l'inflation, on va raisonner en termes de valeur réelle. Et donc, en valeur réelle, celui qui s'endette est gagnant. C'est un peu le monde à l'envers. Et si bien que lorsqu'on avait parlé des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que vous allez vous endetter, mais c'est comme si on vous redonne encore de l'argent alors que c'est vous qui avez emprunté de l'argent. Donc, mais ce n'est qu'une illusion monétaire. Parce que derrière,
que font les banques centrales qui sont devenues indépendantes face à l'inflation? Un des moyens de lutter contre l'inflation, c'est de hausser les taux directeurs. Et ces taux directeurs vont engendrer quoi? Les taux d'intérêt. Et par conséquent, ça risque de rattraper les gouvernements qui risquent de se lancer dans ce type d'aventure, pour la simple raison que une dette, ça se rembourse sur le moyen long terme. Et donc l'inflation ne va pas durer 25 ans. À un certain moment, en plus, si ce sont des taux d'intérêt qui sont flexibles, ça risque très très vite de vous rattraper, et là, ça risque de coûter très très cher à l'État. Monsieur le professeur Guy Robert, si nous, beaucoup de techniciens, beaucoup comme vous les professeurs, vous dites que le lieu indiqué pour épargner son argent en cas d'inflation, c'est l'immobilier. Oui, parce que là, on part du postulat que l'épargne, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez une forte inflation, il y a une dépréciation de votre épargne qui s'effectue. D'accord? En valeur réelle, vous perdez de l'argent, je le dis de manière très très simple. En revanche, la pierre vous permet justement de mobiliser votre actif ou vos actifs. Vous mobilisez cela. Vous construisez une maison aujourd'hui, ou vous arrivez à acquérir un bien immobilier aujourd'hui d'une valeur, je dis tout et n'importe quoi, de 300 000 $, inflation ou pas, la valeur va rester, mais vous n'allez pas liquider votre bien pendant la période inflationniste. Vous allez attendre que la tempête puisse un peu s'amenuiser, et à partir de là, vous pourriez peut-être revendre votre bien en essayant de faire une plus-value dessus. Au-delà des causes, conséquences, maintenant, comment lutter contre l'inflation? Comment lutter contre l'inflation? On pourrait déjà penser aux banques centrales. Nous avons notre banque centrale congolaise qui est indépendante. Dans les textes, en tout cas, la BCC, la Banque centrale congolaise, est indépendante. Et lorsqu'il y a eu une forte inflation, puisque nous avons dit que partout et toujours, l'inflation est un phénomène monétaire, en augmentant par exemple les réserves obligatoires, en augmentant ses taux directeurs, la Banque centrale va chercher à agir sur l'évolution de la masse monétaire et par voie de conséquence sur la vitesse de circulation de la monnaie. Pensons toujours à cette théorie quantitative de Irving Fisher, avec la formule que je vous avais donnée au départ. Et donc, le fait d'augmenter les taux directeurs, d'augmenter les réserves obligatoires, ou même de racheter les dettes de l'État, ça permet de compresser cette masse monétaire. Donc, la Banque centrale doit agir avec des bonnes politiques monétaires. Des bonnes politiques monétaires, et c'est souvent ce qu'on appelle des politiques monétaires restrictives. Politique monétaire restrictive, ça permet justement de juguler cette évolution de la masse monétaire. Et là, on peut mener des politiques monétaires dites conventionnelles, c'est-à-dire là, on était sur l'agir sur les taux d'intérêt, les taux directeurs et ainsi de suite. Ou bien la Banque centrale peut passer aussi par des politiques monétaires non conventionnelles, c'est-à-dire le rachat des titres. Voilà. Et donc, il y a ces leviers-là qui sont possibles pour lutter contre l'inflation. Le gouvernement aussi peut agir à travers les politiques budgétaires. Oui. L'État, mais c'est là où c'est un peu un couteau à double tranchant. Comment? L'État peut agir en menant ce qu'on appelle des politiques budgétaires restrictives. Mais sauf qu'il y a quelques minutes, je disais la chose suivante. Face à la flambée du prix de l'énergie fossile qu'est le pétrole, le gouvernement congolais était obligé de subventionner cette énergie. Et donc, en subventionnant cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État congolais injecte de l'argent pour que le prix du pétrole puisse rester relativement stable. Et donc là, il crée un déficit budgétaire au risque de susciter le mécontentement de la population congolaise. Mais en même temps, vous voyez bien que le gouvernement est obligé de jouer sur les deux tableaux. Qu'il n'y ait pas trop de déficit, mais en même temps, il faut faire quelque chose pour essayer de soulager la population qui est aux abois. Et là, ça devient relativement complexe. Et là, il faut trouver le juste équilibre entre la politique budgétaire restrictive et la politique budgétaire expansionniste.
Monsieur le professeur, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel est votre mot de conclusion par rapport à l'inflation, les causes et les risques en RDC? Lorsqu'on parle de l'inflation, ce que moi j'ai retenu aussi dans vos questions, Monsieur Kambala, c'est le fait que nous avons une inflation qui se veut chronique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que l'évolution des prix est assez récurrente dans notre société. Il faudrait qu'on arrive à juguler cela parce que c'est une inflation qui devient purement structurelle. Bien sûr, la conjoncture nationale, internationale, cette conjoncture n'a fait qu'amplifier le phénomène, mais il faudrait que nous puissions repenser notre manière de faire de l'économie dans ce pays. J'avais évoqué le fait que les secteurs primaires et secondaires étaient complètement délaissés pour certainement des lubies ou bien la non prise en considération des phénomènes économiques tels qu'ils se déroulent partout dans le monde. Il faudrait bien que nous puissions revenir là-dessus pour éviter au maximum. Je ne dis pas que on va complètement éradiquer le mal, mais il faudrait arriver quand même à le réduire, que cette inflation importée ne puisse pas être permanente. Notre problème est là. La conjoncture aujourd'hui, elle est négative pour tout le monde. Même lorsque vous scrutez une zone économique comme l'Union européenne, on se rend bien compte que l'inflation n'est pas identique selon les pays. En France, l'inflation est à peu près à 5%. Lorsque vous basculez en Italie, ça atteint quasiment 8%, 9%. On se rend bien compte qu'il y a des décalages. Donc, chaque pays est en mesure d'agir sur l'inflation structurelle. Mais ça, il faudrait y travailler. Courant ces moyens de politique monétaire. Politique monétaire et politique économique. Pas seulement monétaire, mais politique économique au sens large du terme. Et derrière, on a les politiques monétaires, on a les politiques budgétaires, on a aussi les politiques industrielles. Il faudrait voir ces agrégats qui nous intéressent en sciences économiques et sociales pour qu'il y ait toujours cet équilibre. Le marché du travail aussi peut être source d'inflation. Et là, je faisais allusion, par exemple, à la courbe de Phillips, qui n'est pas toujours démontrée à 100% aujourd'hui, mais on pourrait y réfléchir aussi. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, d'avoir accepté toujours de répondre à nos questions dans cette émission Réflexivité. Ça n'est fini aujourd'hui avec cette émission Réflexivité qui a porté sur l'inflation, causes et risques en RDC. Cette émission est ouverte à vous aussi. Si vous voulez participer, contactez la télévision B1. Vous serez reçu pour partager. Ce n'est pas une émission à débat contradictoire. Comme le dit toujours le professeur Guy Robert, c'est une émission de partage des idées et des pensées positives. Merci beaucoup. À la prochaine.